Eh ben, bienvenue à tous pour ce deuxième webinaire organisé par le Concentré Vélo, la newsletter pour faire grandir sa culture cyclable. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui, j'accueille Thibaut et Elisa. Le thème, c'est un sujet qui moi, m'intéresse forcément, c'est pour ça que je vous le propose, mais j'avais sondé un peu ma communauté pour savoir si c'était un sujet qui pouvait intéresser d'autres personnes. Donc, le thème, c'est euh, le marché des vélos électriques reconditionnés. C'est un nouveau marché, on va en discuter, on va passer 1 heure ensemble pour en parler. Ça va pas dépasser l'heure, je vous le promets. On va commencer par une première série de questions que je me suis posées, que certaines personnes qui se sont inscrites m'ont aussi également posées, m'ont proposé de vous les partager. Puis je laisserai du coup nos deux invités, Thibaut et Elsa, à nous donner leur avis, leur expérience. Mais avant ça, j'aimerais leur demander de se présenter en quelques mots. On peut commencer par Elsa. Bonjour à tous et merci beaucoup du coup pour l'invitation. Donc je m'appelle Elisa, j'ai 23 ans et donc j'interviens ici parce que j'ai cofondé Lowi en mai dernier, donc avec Diego et Tanguy qui sont mes associés. Et donc l'objectif de Lowi, c'est de reconditionner des vélos électriques. Donc voilà, le but étant de donner une seconde vie à ces vélos en donnant une garantie qui soit acceptable pour ce genre de produit, à un prix aussi qui soit acceptable. Et donc voilà, donc c'est une aventure qui est assez jeune, mais un milieu qui bouge beaucoup et où il y a plein de choses à faire. Tu dis que c'est assez jeune, ça a démarré quand? En mai dernier, la société a été créée. Donc, vous êtes une des startups ou entreprises ou PME, je ne sais pas comment on doit l'appeler, du déconfinement. Ouais, c'est ça, c'est l'idée qui mûrit pendant le Covid et la société qui se crée juste après. Ok, merci beaucoup. Et donc, Thibaut, si tu as quelques mots pour te présenter, s'il te plaît. Oui, merci. Déjà, merci beaucoup, Valérie, pour ton invitation. Je suis très content d'être là devant tout le monde. Bien évidemment, bonjour à tous. Donc, moi, c'est simple. Je m'appelle Thibaut, j'ai 34 ans. Je suis marié, j'ai 2 petits garçons. J'habite à Lyon. Ça fait 10 ans que je bosse dans le service, surtout dans l'high-tech. J'ai lancé il y a quelques mois Rutil, donc c'est une start-up qui est spécialisée dans la reprise, le reconditionnement et la vente de vélos électriques d'occasion. Voilà, j'en dis pas plus. Ça fait, voilà, on est à peu près le même âge avec Loïc parce que j'ai déposé les statuts en juin dernier. Tu vois, c'est hyper récent. Ça fait à peu près 1 an et demi que j'échange beaucoup avec l'écosystème vélo à Lyon et à Paris et ailleurs pour construire et mûrir ce projet. Je Ok, suis tout seul. ok. Voilà, moi, je ne vous ai pas invité par hasard, c'est que j'ai pu échanger avec chacun d'entre vous ou certains de vos cofondateurs précédemment. Et c'est vrai que je sais que vous creusez le sujet depuis pas mal de temps. Et du coup, je trouvais ça intéressant puisque vous avez à la fois des données très à jour et en même temps, vous vous confrontez à ce marché. Donc, je trouvais vraiment intéressant d'avoir votre avis. Pour donner un peu de contexte sur les problématiques, les grands sujets sur lesquels on va essayer de discuter, c'est d'abord la question de la définition. Moi, j'ai volontairement été un peu flou dans la manière dont j'ai présenté ce webinaire. J'aimerais que vous donniez aussi votre avis sur de quoi on parle quand on parle de vélo électrique reconditionné. On va parler du marché aussi. Ça représente quoi ce marché? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? On va aussi parler peut-être de sourcing. Où est-ce qu'on les trouve, ces vélos? J'imagine que là aussi, il y a des choses assez intéressantes qui sont en train de se mettre en place ou qui sont à mettre en place. Vous pourrez nous le dire. La question du prix, une question qui est souvent revenue, et pas seulement dans mes repas, quand j'en parle avec mes parents, mais également dans le milieu, je crois, dans ce milieu-là, dans le secteur, on se pose la question du prix. La question de la batterie également. Et puis, les enjeux, tu en as un peu parlé, Lisa, de garantie, qui vont aussi avec le prix, et puis la problématique de la distribution. Voilà un peu globalement les grands sujets sur lesquels on va discuter. Il y aura un temps pour les personnes qui sont présentes, ils sont 46, c'est énorme. Ils pourront aussi poser des questions, j'essaierai de filtrer et d'en proposer un maximum. Donc ma première question, elle est pour toi, Elisa. Comment on fait la distinction entre remise en état, reconditionnement, occasion? On a parlé de remanufacturing. Je ne sais pas si c'est des expressions que vous voyez passer. Est-ce que tu peux essayer de nous aider, nous éclairer sur que veut dire quoi? Est-ce que tout ça est synonyme? Voilà. Ouais, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on voit un petit peu toutes ces expressions et dans l'idée, ça reste des produits qui ont déjà été utilisés et auxquels on va avoir envie de donner une seconde vie. Donc, l'occasion, je pense que bon, c'est le plus clair pour tout le monde. Ça va être un produit sur lequel, enfin, dans presque tous les cas, en fait, il n'y a pas de travail ou très peu qui a été effectué dessus. Et voilà, c'est même très souvent de particulier à particulier. On ne va pas chercher à remettre en état le produit, à le revaloriser.
Après, sur tout ce qui est réparation, reconditionnement, remise en état, tout ça, voilà, c'est un peu des termes qui vont se chevaucher. L'idée étant que dans ce qu'on appelle le reconditionnement, aujourd'hui, ça correspond quand même souvent à une offre où on va chercher à remettre de la garantie avec un prix moindre. Donc, on va garder l'avantage de l'occasion, mais on va quand même chercher à remettre de la garantie et du coup à avoir cet aspect sécurité en plus par rapport à l'occasion. Donc souvent, ce que ça veut dire, c'est que y a des process derrière, des changements de certaines parties du véhicule. Enfin, je dis du véhicule parce qu'on parle de vélo, mais ça s'applique du coup un peu, on est très familier à ce qui se passe dans l'industrie des smartphones. Et alors, remanufacturing, je connaissais un peu moins, mais c'est vrai que les quelques fois où je l'ai vu, c'était pas mal employé en fait par des grosses boîtes. Donc, c'est vrai que j'avais cherché un peu. Alors, peut-être qu'on pourra me contredire, mais il me semble que c'est plutôt cette idée de reprise par les marques et vraiment aller refaire le procédé de A à Z avec les premières pièces initialement qui vont être remises ensemble pour refaire un produit. Mais voilà, ce qu'on appelle reconditionnement et qui est du coup la valeur qu'on va apporter, à savoir garantir un produit qui en effet a déjà eu une première vie, mais où tous les tests ont été passés et où toutes les pièces nécessaires, trop usées et pour lesquelles c'était nécessaire d'avoir un changement, je vais y arriver, l'ont été, et du coup sur lesquelles on est capable de proposer la même chose que du neuf, à savoir une sécurité pendant une certaine période. D'accord. Du coup, Thibaut, est-ce qu'un vélo reconditionné, mais pas forcément avec les pièces identiques au vélo d'origine, je sais pas, je pense si la selle était une selle Brook, enfin une selle X, et puis on change de marque de selle, est-ce qu'on reste dans ce qu'on appelle un vélo reconditionné ou c'est autre chose? Alors, pour moi, on reste sur la partie reconditionnée à partir du moment où on a remis à niveau le produit. Pour moi, en fait, j'aime bien dans ce terme le terme de reconditionnement qu'on voit depuis quelques années. C'est vraiment le fait pour moi de recommercialiser un produit avec les services du neuf. Donc, ça va avec ce que disait Elisa sur la garantie. C'est un des services du neuf. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors, bien évidemment, on ne pourra pas toujours reconditionner un produit, ici un vélo, avec exactement la même, je ne sais pas, exactement la même cassette avec le même nombre de dents sur tel pignon. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est que ça ressemble le plus possible au produit quand il est sorti neuf. Et après, derrière, c'est à mettre en place tout un service qui va faire penser, se dire, rassurer le client en se disant, voilà, il y a le service après-vente, je suis conseillé avant l'achat, il y a la garantie, si j'ai un problème dans les 14 jours, je peux renvoyer le produit. Voilà, un peu en fait ce qu'a fait Back Market, hein. Donc c'est vraiment avoir vraiment cette sensation. Tout le monde nous parle de son expérience client quand il a reçu son portable via Back Market. L'idée, c'est de faire à peu près la même chose avec un vélo électrique reconditionné. Ok. Je sais qu'on avait un peu échangé il y a peut-être un peu plus d'un an voilà, sur ces marchés-là. Ça représente quoi aujourd'hui en termes d'unité, en termes de chiffre d'affaires, en termes de volume? Est-ce qu'on sait ça aujourd'hui? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente en France déjà? Si on parle de vélo d'occasion, enfin de marché, de flotte, de parc de vélos, on parle de plus de 4 millions de vélos. Comment dire, Électrique les prévisions. ou classique quand tu dis ça? Électrique. Et après, moi, je vais regarder surtout, bien évidemment, le prix comment dire, sur la partie de neuve en 2020. Il y a 520 000 vélos électriques qui ont été vendus en France. Dans chaque pays, à chaque fois, on n'est même pas les premiers, hein, finalement. Je crois qu'il y a exactement le même nombre de vélos électriques qui ont été vendus en Hollande, alors qu'on est beaucoup moins, enfin, que les Hollandais sont beaucoup moins nombreux. Mhm. Les prévisions pour l'Europe sont énormes, hein. En 2024 ou 2025, je ne sais plus, on parle de 11 millions, de prévisions à 11 millions de vélos. Donc, et ça, c'est juste à chaque fois sur une année, du nombre de ventes sur une année. Donc, à chaque fois cumulé, on va se retrouver avec des quantités, des volumes énormes de vélos électriques à reprendre. Ok. Ouais, Et- moi, j'avais regardé et c'est vrai qu'on estime que, exactement comme tu le disais, en fait, ça s'accumule tellement que, en fait, il y a ce petit décalage de croissance entre la croissance de la vente des VAE neufs et le parc de VAE qui vont être reconditionnables. Et en fait, on est sur une quinzaine d'années, ça fait du fois presque 1000 en termes de volume. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a vraiment quelque chose à faire aujourd'hui.
il y a déjà des volumes très conséquents, mais demain, c'est monstrueux, quoi. Ok. Vous voyez ça comment, du coup, à court terme? C'est-à-dire qu'il va falloir attendre que ces vélos rentrent dans le circuit des vélos à reconditionner, ou il y a déjà, le circuit, il a déjà démarré? Alors, les âges, je me permets d'y Vas-y. aller. Donc, si on prend juste à court terme, pour moi, on voit ce qui se passe actuellement. Il y a de plus en plus d'acteurs qui se lancent sur le vélo électrique reconditionné, hein, par différents moyens, différentes manières. Et surtout, il y a des très gros. Je pense à Decat, je pense à Ultrix, qui s'y mettent à fond. Il y a nous, les challengers qui arrivent sur le marché. Il y a j'en parlais tout à l'heure, Back Market, hein, qui a des visions aussi enfin, des vues. Enfin, plus que des vues, parce qu'ils commencent même à avoir des vélos électriques sur leur place de marché. Pour moi, en effet, l'enjeu actuellement, c'est vraiment le sourcing. Il y a pour différentes raisons. Déjà, c'est un marché complètement nouveau. Donc là, il faut déjà avoir accès à cette. Vraiment, il manque de vélos. Il manque de vélos parce que c'est quelque chose encore qui est nouveau pour beaucoup de monde. Donc les gens gardent leur vélo. On est touché aussi par un contexte pénurique, hein, qui va venir impacter bien évidemment le neuf, et donc indirectement l'occasion. On garde son vélo parce qu'on ne retrouve pas ce qu'on cherche dans le neuf. Donc actuellement, ce que je veux dire par là, c'est l'enjeu court terme, c'est vraiment de se dire, bon, bah, déjà, identifier tous les acteurs qui vont avoir besoin d'une offre de reprise, de se faire accompagner pour cette partie reprise. Je pense au leasing. Je pense que Loïc est bien placé pour le savoir avec leur annonce de reprise de Véli Vélo. Et donc là, on va venir un peu plus sur la stratégie long terme, enfin moyen terme, long terme, où ça va passer par la montée en puissance du leasing. Donc le fait on va moins avoir cette envie de posséder, mais plutôt d'utiliser. Hein, c'est le truc, la grande tendance à la mode. Et derrière, bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces vélos qui vont avoir 1 an, 2 ans, 3 ans d'abonnement et qui vont revenir qui vont revenir en fin de contrat. Il faudra leur donner une seconde vie. Donc, ça sera à des acteurs comme nous de récupérer, de les remettre à neuf, hein, les reconditionner, soit les revendre, ou alors pourquoi pas les réintégrer dans une chaîne de leasing, du reconditionné. Et voilà, tout est possible, quoi. Ok. Et Elisa, tu peux du coup nous partager peut-être comment vous voyez les choses, du coup, Ouais. parce que vous ne faites pas exactement la même chose non plus. Donc, peut-être que Non. c'est un regard intéressant. Ouais, on est assez d'accord sur le fait que ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même une phase vraiment de structuration du marché où voilà, on commence à avoir tout ce flux et tout ce sourcing du coup sur lequel il faut bien sûr être très attentif. Mais voilà, à long terme, c'est vrai qu'on imagine très bien un marché beaucoup plus structuré au même titre, hein, encore une fois, que ce qui se passe, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans les smartphones, où voilà, chacun va pouvoir trouver sa place, donc c'est-à-dire l'occasion, le reconditionné et le neuf. Mais c'est vraiment toute une filière à structurer et il y a un vrai enjeu à aussi ne plus perdre du temps parce que déjà parce qu'il va y avoir beaucoup de vélos et que du coup en termes d'impact tout ça est monumental. Donc c'est vraiment je pense qu'on est vraiment dans une phase de structuration où en effet il y a tout à accumuler, à savoir les connaissances de reconditionnement, les bonnes sources, le bon sourcing. On en parlera après avec voilà, les histoires de prix, de reconditionnement de batterie, etc. Et par la suite, on imagine quelque chose, bien sûr, de beaucoup plus solide avec des acteurs qui se complètent et qui arrivent très bien à cohabiter ensemble comme on le voit ailleurs. Donc, l'idée, c'est que chacun arrive à un petit peu faire sa place et trouver son moyen de fonctionner dans ce nouveau marché. Aujourd'hui, il n'y a pas de monopole, même si les récents marchés, on n'identifie pas, je ne sais pas, hein, je pose vraiment naïvement la question, il n'y a pas, vous êtes plusieurs, je me suis posé la question d'inviter différents acteurs forcément, mais je Ouais. n'ai pas eu l'impression que, ou alors dans En le fait, chat, ça ça va va avec le fait que jaser. pardon, le monopole, oui, je pense qu'il y en a qui vont se positionner hein, comme Autrix, ça un peu le monopole sur la partie digitale, vente digitale de vélos, mais comment dire, je sais plus dans quel. C'est trop tôt. C'est peut-être parce que Ouais, en vous en fait, avez pour moi, parlé, c'est trop tôt. il y a Voilà, c'est ça différentes que je voulais dire, étapes pardon. et on va J'ai peut-être le retrouvé ce que voir je voulais dire. Ok. C'est que le fait qu'en fait, le marché du vélo est avant tout un marché hyper atomisé.
Quoi qu'il en soit, il y en a un peu de partout. Moi, en fait, quand je suis arrivé dessus, on m'a tout de suite dit, tu vas voir Thibaut, tu vas galérer à comprendre comment il fonctionne ce marché. Et je galère toujours. Je galère toujours. Donc, en fait, cette particularité d'être hyper atomisé. Il y a un nombre incalculable de marques, de fabricants, de références chez les équipementiers, de chaînes de magasins, d'indépendants. Chacun y va à sa manière. Et en fait, on retrouve exactement pareil là, dans tous ces acteurs émergents que nous représentons aujourd'hui avec Elisa. Et il y en a plein d'autres. Hein. Chacun y va avec ses ambitions plus ou moins grandes, ses envies, sa manière de faire, quelque chose d'un peu plus artisanal, de plus local, peut-être quelque chose de plus global. Donc, en fait, on a vraiment l'impression qu'il y a un peu la place pour tous. Et après, oui, en effet, il y aura des très gros qui vont prendre une grosse part du gâteau. Enfin, ça, c'est indéniable. Ok. Bah, je propose qu'on démarre par le sourcing. Honnêtement, c'est la partie qui, moi, me passionne le plus. euh, Parce que j'ai l'impression de regarder un reportage Netflix sur les gens qui vont chercher de l'or ou des fruits, je ne sais où, dans je ne sais quel endroit, des endroits improbables. Où est-ce que vous voulez, enfin, comment ça se passe le sourcing aujourd'hui pour vous? Comment ça se passe? Comment on s'approvisionne en vélo électrique d'occasion? C'est un peu comme aller chercher de l'or. Ah, c'est bien Non, en ça. effet, c'est une ressource qui est important d'aller chercher auprès des bons acteurs et dont la valeur commence à se faire sentir. Mais en fait, la réponse, elle est assez simple. Où est-ce qu'on va sourcer tous nos vélos? Bah, tout simplement partout où il y a des vélos. Donc après, il y a des moyens différents de le faire et il y a des moyens plus futés de le faire. Mais évidemment, bah, déjà, il y a des particuliers. On va avoir des entreprises qui ont des flottes qu'elles proposent soit en libre service, soit en leasing à d'autres entreprises, etc. On a aussi des collectivités qui ont énormément de véhicules, ou même les marques directement qui parfois ont des soucis ou ont envie de proposer cette récupération. Donc en fait, dans les faits, la réponse est assez simple puisqu'en fait, qui a des vélos reconditionnés, a reconditionné des gens qui ont des vélos électriques. Maintenant, en effet, la question d'après, et c'est ce que tu as posé, c'est plutôt où est-ce que nous, on va aller les chercher et comment on va aller les chercher. Donc là encore, il y a plusieurs approches. Donc les gros poissons, en effet, c'est d'aller chercher des partenariats avec des entreprises qui vont avoir des flottes entières. Donc ça, c'est des super solutions parce que souvent, on a une régularité dans l'état du vélo, qu'il soit bon ou non. On a du flux qu'on va pouvoir anticiper beaucoup plus que par exemple si on est sur des particuliers. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi énormément de vélos qui appartiennent à des particuliers. Et ce serait peut-être un petit peu dommage de les laisser de côté aussi en termes d'impact. Et en fait, on rencontre énormément de gens qui sont aussi demandeurs de pas juste jeter leur vélo électrique à la poubelle et aller à la déchetterie, quoi. Donc voilà, on peut vraiment tout imaginer et c'est aussi ce qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir avoir des discussions en fait avec finalement tous les types d'acteurs qui aujourd'hui possèdent des vélos électriques. Et du coup, quelles sont les principales difficultés pour vous, quoi? Je sais pas si Thibaut, tu veux prendre le relais, Ouais, mais ouais, bon, déjà, oui, en effet, faut être partout et tout tester. Particulier, leasing, il y a les magasins, il ne faut pas les oublier. Les magasins, enfin, 70% des ventes de vélos passent par les magasins. Le magasin est vraiment au cœur du marché. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec eux. En effet, après les flottes, etc. Ça dépend aussi de ce qu'on cherche comme vélo. Pour moi, il y a un peu les deux grandes catégories. Il y a le vélo qui va être dispo, qui est dispo, qu'une personne a envie de vendre, une personne a envie de s'en débarrasser. Et il y a les vélos qui vont être dispo. Donc en fait, c'est ça qui, pour moi, il y a deux enjeux. C'est qu'il y a l'enjeu hyper actuel de démarrage de nos activités où il faut absolument qu'on trouve les vélos maintenant. Et le problème, c'est que là, on est nombreux sur peu de volume. Et en plus de ça, la pénurie n'aide pas parce que forcément, comme il n'y a pas beaucoup de vélos, les négociations sont un peu plus compliquées à mener. Donc, le prix de reprise n'est pas intéressant. Donc, c'est plutôt anticiper. Moi, je suis vraiment là dans cette phase-là, d'anticiper, de commencer à vraiment dire comment on s'y prend pour reprendre ces vélos qui seront un jour, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, disponibles. Voilà. Et après, dans les difficultés, bien évidemment, c'est anticiper ça. Bien évidemment, pour le moment, c'est être pris au sérieux sur cette partie-là aussi, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs pour qui ce n'est pas encore un énorme enjeu, faut se le dire quand même. Eux, ils se contentent d'être focus sur la vente, ce que je comprends, mais c'est vrai que nous, on est là aussi pour leur dire, attention, c'est cool de donner aussi une deuxième vie à ton vélo. Et en plus, ça va dans l'air du temps,
ça peut être quelque chose aussi dans sa communication qui peut être intéressant. Donc c'est ça qu'on essaye aussi de mettre en place en termes d'accompagnement. Et après, dans les difficultés, bon, moi, il y a vraiment factuel, de manière pratico-pratique, il y a le transport. Le gros sujet, c'est la logistique des vélos. Comment je transporte d'un point A à d'un point B mon vélo? Est-ce que j'affrète un camion juste pour un vélo électrique? Voilà, moi, je teste des choses sur la partie particulier, enfin sur mon site, hein, et Louis, je pense que fait la même chose, où j'ai développé un petit outil qui va me sortir un prix de reprise automatique, etc. C'est super, j'ai beaucoup de demandes, sauf que j'ai beaucoup de demandes qui sont au fin fond des Pyrénées, à Lorient ou à Belfort. J'en ai encore reçu une aujourd'hui à Belfort. Je m'arrache les cheveux sur comment je mets en place un vrai service logistique pour ça. Donc, il y a cette partie-là, et on en aura le même problème pour le leasing, hein. Le leasing de vélo, souvent chez un particulier, même si c'est un employé d'une entreprise, le vélo, il est chez lui. Donc, il faudra à un moment faire une collecte auprès de toutes ces personnes-là. Et après, bien évidemment, dans les difficultés, c'est aussi la batterie. C'est où je mets le curseur du risque que ma batterie peut être flinguée ou non. Enfin, peut être en dessous des 80% de capacité résiduelle, on va dire, parce qu'en dessous, ça commence à être. Dès que ça passe les 80% de capacité résiduelle, ça commence à être un peu critique pour la batterie. Donc, où je mets le curseur. Voilà, parce que de temps en temps, on ne peut pas forcément diagnostiquer toutes les batteries. Toujours pour la simple et bonne raison que le vélo, on n'a pas forcément devant nous, et que ça prend énormément de temps de diagnostiquer une batterie, hein. C'est minimum 4-5 heures avec un outil, le bon outil qui va bien, que ce soit le tool de chez Bosch ou d'un autre. Donc, il y a cette problématique-là qu'il faut bien prendre en compte quand même. Vous n'avez pas parlé enfin, vous parlez du sourcing, mais est-ce qu'il y a un enjeu, comment dire, européen? Est-ce que vous avez une vision du sourcing franco-français? Et donc, j'imagine les côtes où il y a des vélos touristiques, c'est un lieu, mais est-ce qu'il y a un enjeu aussi pour vous d'aller les chercher ailleurs qu'en France? Ouais, bien sûr. Bah, alors, exactement comme tu disais, en fait, ou même, pour la même raison qu'on va aller un petit peu chercher en France les lieux où on sait que bah, voilà, ça va être des viviers un peu plus importants. On n'est pas dupe non plus sur le fait qu'il y a des opportunités ailleurs. Avec peut-être aussi, donc on parle surtout des pays un peu plus au nord, mais avec du coup aussi parfois plus de solutions qui existent déjà sur place, parce qu'en fait le marché est plus avancé, donc ils ont peut-être un peu plus pensé déjà à toute cette partie seconde vie et reconditionnement. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de vélos que ça vaut le coup d'aller toquer chez eux. Et pareil, on peut aussi se mettre dans l'anticipation et commencer à regarder un petit peu ce qui commence à se faire dans des pays un petit peu plus au sud, où franchement la pratique est encore moins développée. Mais c'est qu'une question de temps. Donc en effet, il faut essayer d'aller prendre ce qu'on peut prendre là où on peut. Et en effet, dans les pays Benelux, etc., et même plus pays nordiques, il y a de quoi faire, et on peut trouver aussi de quoi avoir du sourcing de très bonne qualité et qui soit intéressant pour nous. Ouais. Ok, Thibaut, tu as commencé à en parler un peu du prix Enfin, tu n'as pas parlé du prix de rachat, mais quand je comprends qu'une batterie, enfin, moi je sais qu'une batterie, c'est une valeur, ça fait partie. Parce d'un des éléments qui coûte le plus cher dans un vélo électrique, si je ne me trompe pas. Alors, quand vous l'achetez d'occasion, la négociation sur le prix, si c'est au doigt mouillé sur la capacité de la batterie, enfin bref, comment vous fixez un un prix de rachat, euh, soit pour un particulier, soit pour une flotte, voilà, comment vous y prenez? Alors, si on prend juste sur la partie particulier, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que si on rachète un particulier, en fait, ça dépend de beaucoup de choses aussi. Ok. Moi, je vais être pareil, très pragmatique. Moi, j'ai une promesse de vente qui est comprise de faire au moins, en tout cas, moins 20% de remise par rapport au prix du neuf. Donc, si tu Parce que moi, je revends un pars. vélo d'occasion reconditionné, électrique, ta promesse, c'est que si je le trouve neuf en magasin à 1000, toi, tu me le vends enfin, à 2000 pour être précis, toi, tu me le revends à 1800, Voilà. avec les mêmes Ça, les restaurés. après, là, avec la garantie, etc., qui va bien, parce que voilà, après, bien évidemment, ça évolue avec le nombre d'années, etc. Mais en tout cas, c'est faire au moins ça, c'est cette Ok. première promesse-là. Donc après, bien évidemment, moi, ce vélo-là, j'ai des coûts de structure dans ma société, hein, de réparation, de stockage, de moyens de distribution, de marketing, enfin, tout ce qui va avec une entreprise.
Et donc, bien évidemment, tout ça rentre dans ma marge. Et à la fin, en soustrayant tout ça, j'obtiens mon prix de reprise. Donc, moi, quand j'échange si je prends juste le cas d'un particulier, je vais être très clair avec lui, c'est que moi, ce prix-là, c'est le seul prix que je peux faire. Parce que au-dessus, bah, je ne m'y retrouve pas et j'ai une boîte qui n'est pas viable. Donc, à lui de voir. Moi, je respecte toujours que, de toute façon, dans tous les cas, moi, ce que je vous propose, c'est tout un service autour de ça. Je viens chercher le vélo. Il n'y a pas, il y a même pas de négociation. C'est un prix ferme. Je suis une entreprise qui existe et qui va vous payer. Donc, si vous voulez le vendre plus cher, bah, allez sur le bon coin. Par contre, après, forcément, vous n'aurez pas tous les services associés. Voilà. Donc, c'est un choix. Le choix, il est du côté du vendeur du vélo. Et après, c'est pour ça que je fais bien le distinguo entre un particulier et un pro, parce que pro, après, bien évidemment, vient se rajouter des problématiques de TVA, etc., qui sont plus les mêmes. On peut aussi, sur la partie volume aussi, bien évidemment, ça reste un levier de négociation. Donc, tout ça rentre en compte. Mais voilà, moi, je pars du principe que je n'ai pas d'argus du vélo, comme on peut en retrouver l'argus dans l'automobile, qui est quelque chose d'assez, qui a une référence, même si ça reste à prouver, parce que je sais que c'est toujours un peu interprété de différentes manières. Mais non, j'ai un argus utile. Moi, ce vélo-là, je sais combien je vais le revendre à temps, il faut que je fasse tant de marge, après en enlevant toutes mes charges, et voilà. Et C'est même simplement ce ça. qu'on disait tout à l'heure sur la structuration du marché, en fait, c'est aussi quelque chose qui va aller avec tout ça parce que voilà, avec le développement de tous ces VAE d'occasion et reconditionnés, bah, on imagine en effet que bah, la connaissance de la vraie valeur des choses va peut-être un peu plus se connaître avec le développement potentiel d'un un Argus VAE. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, on est un peu obligé de faire ça bah, en toute honnêteté, voilà, en fonction de notre structure de coût. Parce qu'on ne va pas avoir de référence et c'est vrai qu'on va être un peu confronté à tous les cas entre voilà, des particuliers qui vont vraiment surestimer la valeur de leur vélo, mais à raison aussi parce que aujourd'hui, il n'y a pas de référence et on ne peut pas vraiment savoir ce que ça vaut. Mais bon, voilà, il faut être franc sur le fait que du coup, pour nous, ça ne va pas être possible. Ok, Et surtout qu'il y a actuellement un déséquilibre offre-demande qui Tout à fait. forcément durcit les prix, durcit les négos. d'accord. Et est-ce que, euh, est-ce que les primes à l'achat d'un vélo électrique par les collectivités notamment, ça joue enfin, est-ce qu'on peut acheter un vélo reconditionné est-ce que ça rentre dans la catégorie des vélos neufs, est-ce pour lequel on a droit à une prime ou pas? Et est-ce que du coup ça joue pour vous dans le prix du vélo neuf, quoi? C'est-à-dire, c'est difficile de vendre moins 20% un vélo si on a un ticket de 500 euros pour en acheter un neuf. Je ne sais pas si ça rentre aujourd'hui dans votre marché, cet enjeu-là. Est-ce que ça a un peu déséquilibré le marché Non, ou et pas du tout? parlons-en, c'est une aberration. Non, non, je sais pas. Non, pour moi, sauf Elisa, tu me contredis, mais pour moi, ça ne touche pas l'occasion, cette offre. Je sais que c'est à Paris, donc c'est pour ça que nous, à Lyon, on est moins touchés par cette aide, parce qu'on on en a tous profité l'année dernière, où on avait les 500 euros pour, quel que soit enfin, il n'y avait aucune condition sur le revenu, etc. Ce qui est le cas maintenant. Et je sais que ça touchait pas l'occasion. En revanche, ça touchait le kit d'électrification des vélos. Sur un vélo, donc j'arrive avec mon vélo vintage Peugeot de 30 ans qui est tout pété. Je lui mets un kit d'électrification, j'ai le droit à 500 euros d'aide dessus. Et par contre, en revanche, on n'a pas l'aide sur un vélo reconditionné par des professionnels voilà, qui est remis à neuf et qui est garanti, etc. Donc là, il y a quand même, je pense, un grand trou dans la raquette Ouais. qui doit être comblé, mais je sais qu'il y a une sorte de lobbying, des assos, etc., qui commencent à pousser dans ce sens-là. Après, je crois mais voilà, je crois pas me tromper je crois avoir vu qu'il y a quelques collectivités pour lesquelles c'était passé. Mais en effet, c'est vraiment du coup pas partout et c'est pas quelque chose sur lequel visiblement c'est en train de trop bouger, en tout cas en région parisienne, non. Donc voilà, en effet, c'est super dommage et voilà, c'est un vrai frein en fait parce que en effet, on a beau vouloir bah, promouvoir la seconde vie, l'économie circulaire et tout ce qu'on veut, enfin, un vélo, ça reste quelque chose de très cher.
Et si voilà, ça nous revient au même prix d'avoir un neuf, on a toujours ce petit biais qui aujourd'hui fait que, enfin, biais ou pas biais, hein, mais qu'on va être plus attiré par un neuf parce que malgré tout ce qu'on peut apporter, et on en reparlera peut-être après, le reconditionné fait encore un petit peu peur, même s'il commence à se démocratiser de plus en plus. Donc c'est sûr qu'en effet, il y a un énorme trou dans la raquette et c'est un vrai souci aujourd'hui. Enfin, c'est un manque, je pense, pour le sens de la mesure, c'est un manque qu'il y a. Bah, je propose qu'on plonge dans ce que tu proposes, Elisa, savoir les difficultés liées. Alors, difficultés, je sais pas, mais les enjeux de distribution, les enjeux de garantie euh, pour le client, comment ça se passe. Vous avez parlé des batteries, comment on les reconditionne, comment on s'assure d'avoir quelque chose qui tourne bien. Euh, voilà, comment on met un tampon, voilà, comment vous dormez le soir tranquillement en vous disant j'ai livré ou vendu des vélos reconditionnés et je sais qu'ils vont pas exploser dans le box de l'immeuble ou je ne sais quoi. Tu veux répondre ou j'y vais? Alors, Vas-y. donc déjà, l'idée, c'est de communiquer sur ce qui est vraiment le reconditionnement. Donc c'est un peu le but de ta question. À savoir, le prix est certes moindre, mais voilà, l'état, la promesse est là de l'état du neuf, avec du coup la sécurité du neuf, le service après-vente du neuf. Et donc voilà, donc on s'engage quand même sur du coup un service après-vente et des garanties s'il se passe quelque chose dans les 1 ou 2 ans. Ça, c'est sûr. Après, on parle de la batterie. Alors, la batterie, comment on fait? En fait, c'est un savoir-faire. Il s'agit en fait de changer chacune des cellules qui a été grillée ou qui est défaillante et de remettre tout ça en état. Et après, en fait, toutes les normes et les certifications liées aux batteries, enfin, ce sont les mêmes. Enfin, pour pouvoir regarantir la batterie, on va être obligé de repasser par toutes ces étapes. Donc voilà, après, c'est au même titre qu'une batterie neuve. Une fois qu'on a coché les cases, on va pouvoir regarantir cette batterie. Et après, voilà, après, c'est notre travail en fait que de tester, diagnostiquer le vélo, identifier ce qui doit être changé, identifier aussi ce qui est absolument toujours à changer pour être sûr de garantir la sécurité du client. Et, euh, et voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, le reconditionné, c'est ça, c'est une offre qui est équivalente à celle du neuf. Parce que c'est certifié par des professionnels, en fait, des gens qui s'y connaissent et qui ont été capables de regarder et d'analyser chacune des pièces du vélo. Ça, vous le faites vous-même, du coup? Enfin, Thibaut, tu le fais toi-même? Tu as ton petit atelier, tu regardes les batteries ou comment tu gères ça? Non, non, non. Non, non, pour l'instant, c'est partenariat avec des experts de reconditionnement, pour ne pas les nommer, Doctibike, Novos, surtout Doctibike, bien évidemment, à Lyon, qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Donc, comme a dit Elisa, qui vont ouvrir la batterie, garder en fait toute la partie, la coque, BMS, enfin, toute la partie électronique. Et ça tombe bien, toutes les puces, etc. Bon, en ce moment, vaut mieux les garder. Et remplacer les cellules qui ont grillé ou toutes les cellules et donc qui partent à recyclage. Et donc après, je sais que Doctibike, eux, garantissent 2 ans ces batteries qui sont pour le coup remises à neuf parce que finalement les cellules sont neuves. Donc c'est pour ça que c'est des cellules en plus qui viennent de grandes marques, LG, Samsung, Panasonic, etc. Donc, euh, donc ils dorment bien la nuit. Ok. Et donc, si on achète un vélo électrique reconditionné, on repart avec la garantie de la personne enfin, de l'entreprise qui nous l'a vendu et la garantie de la batterie. Ça, il y en a deux, en fait. Ouais, alors moi j'ai pas encore complètement, on s'est pas complètement mis à jour là-dessus. Je pense que Elisa reprendra mieux que moi. Nous, sur la partie commercialisation, on est plus en train de chercher sur le modèle de distribution. Donc pour le moment, c'est un des sujets qui est sur la table et j'ai pas encore la réponse parfaite, en tout cas adéquate pour en tout cas notre modèle routier. Voilà. Ok. Et pour notre part, du coup, nous, on va avoir une garantie donc, sur la batterie et une garantie du coup sur le reste que pour le moment, nous, on va assumer. Pour le moment, qu'on va assumer. Parce qu'en fait, on a cherché à garder cette garantie qui appartenait du coup au premier propriétaire du véhicule. Et voilà, on a cherché à faire un petit peu des tests et être sûr que ça allait bien fonctionner. En fait, à tout moment, il peut nous embêter parce que la majorité du temps, il y a une petite mention comme quoi c'est pas transférable en cas de vente d'occasion. Donc en fait,
enfin, ça arrive souvent que ça fonctionne parce que les gens sont sympas et que ils t'aident sur ton vélo et qu'ils vont bien faire marcher la garantie si tu l'as racheté à un particulier d'occasion. Mais légalement, c'est pas ce qui est écrit sur le contrat et donc enfin, c'est pas quelque chose, enfin, c'est pas un risque qu'on va pouvoir prendre. Et donc on va rééditer en fait une garantie. Ok. Et, la question est posée dans le chat. De toute façon, vous êtes assuré par des assureurs, donc d'une certaine manière, moi, je suis pas trop inquiet. Pour moi, c'est la meilleure garantie, quoi. Si vous êtes assuré, c'est qu'il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on pourrait, avant de prendre les questions des personnes inscrites à l'événement, enfin présents en ce moment, j'ai vraiment envie de savoir un peu comment vous essayez, qu'est-ce que vous avez testé, qu'est-ce qui marche pour améliorer l'expérience des clients. Donc, dans le sens où vous avez parlé, on parle de garantie, de ça pour comment on peut les rassurer, comment on peut leur expliquer la différence avec un vélo d'occasion vendu par un particulier, comment on fait la différence avec un vélo vendu neuf ou un vélo déstocké c'est quoi les tips en quelque sorte pour une expérience utilisateur ou client la plus efficace possible? Qu'est-ce que vous avez vu qui se faisait? Enfin voilà, si vous avez un retour à faire là-dessus. Yes. Nous, on est en pleine réflexion sur ce modèle-là et on a pour objectif, voilà, moi 2021, c'était vraiment le lancement du modèle, mettre les bases, et 2022, c'est tester. On va tester beaucoup de choses. On a déjà commencé, mais on va continuer comme ça. Pour moi, je suis un grand convaincu qu'il faille essayer, donner en tout cas la possibilité à mon client, à notre client, enfin, au client, enfin, un acheteur de vélo électrique qui est prêt à débourser quand même entre 1500 et 4000, 6000, 10 000 euros dans un vélo électrique. Il faut qu'il ait quand même la possibilité d'essayer le vélo. Parce que déjà, en fait, on s'attaque déjà, comme on l'a dit, c'est un marché qui est nouveau. Il y a plein de gens qui n'ont jamais essayé de vélo électrique. Moi, tous les jours, je fais essayer des vélos électriques à des gens qui n'ont jamais testé, ah, mais il faut quand même changer les vitesses. Ah, mais il y a quand même des vitesses mécaniques qu'il faut changer. Il y en a qui oublient que c'est un montée. Tiens, c'est marrant, j'arrive pas à monter. Je pensais que moi, ça avançait tout seul. Quand dans la montée, je dois quand même me mettre en petite vitesse pour mouliner, etc. Donc ça, il y a des gens, ils ne savent pas. Donc je pense que pour accompagner en tout cas dès le départ ces personnes-là, il y en a beaucoup plus qu'on ne pense, c'est donner cette possibilité d'essayer. Donc partir sur un modèle vraiment omnicanal avec du physique, du digital, donc avec le grand mot à la mode digital. Moi j'aime bien ce que fait Projet Boussole. C'était un peu le premier à faire ça. Je salue Hugo s'il est dans le coin. À faire des ventes éphémères. Donc avec des partenariats, Stadium, Monop. Moi, je trouve que c'est bien. On va à la rencontre de son client, on fait tester, on comprend un peu ce qui fait peur, ce qui est un vrai frein à l'achat d'un vélo électrique d'occasion, enfin reconditionné, sur les points sur lesquels il faut rassurer. Donc voilà, donc après, il y a ça, travailler peut-être aussi main dans la main avec les magasins qui sont de plus en plus à regarder les offres de reprise, à plus reprendre, à plus proposer d'occasion, à faire des corners d'occasion. Donc, Decathlon commence à le faire, avec Projet Boussole d'ailleurs. Donc, voilà, moi je pense qu'il faut tester plein de choses et à un moment, positionner le curseur là où il faut le positionner, mais pour ça, faut tester, faut faire. Faites comment chez vous, du coup, Elisa? Ouais, ça va rejoindre un petit peu ce que tu as dit, mais c'est vrai que voilà, la possibilité d'essayer, du moins d'avoir un retour possible, c'est très important pour le client. Et j'ajouterais juste que le fait de rassurer au-delà des garanties de manière assez générale, sur la batterie en elle-même, c'est important parce qu'en fait, enfin, aujourd'hui, c'est vraiment ce que les gens recherchent et ce dont ils ont peur sur des vélos d'occasion, parce que tout ce qui est un peu panne électrique et voilà, tout ce qui est système électrique, en fait, ça fait très peur. On n'a pas du tout envie de débourser 1500 euros pour se retrouver avec un problème qu'on va beaucoup moins savoir régler qu'un problème mécanique, même si des fois, c'est presque plus évident. Mais voilà, c'est une espèce de boîte noire un peu floue. Et donc, c'est là-dessus aussi que les clients ont vraiment, vraiment besoin d'être assurés et d'être confiants. Et les vélocistes, les boutiques un peu, on va dire standards, celles qu'on voit, les 3000 boutiques vélo qu'on a en France, est-ce que c'est aussi un canal qui les intéresse? Est-ce qu'ils arrivent à retrouver leur marge aussi pour eux sur ce type de vente? Est-ce que c'est des choses qui se font aussi?
Il y a juste à prendre l'exemple de la chaîne Cyclable, hein, qui a lancé sa propre offre de reprise et de vente de vélos d'occasion. Donc, de ce que j'ai compris, ils peuvent faire une reprise à Grenoble et vendre le vélo à Lyon. Ça peut être c'est un de leurs modèles. Donc, je pense que les magasins, forcément, vont s'y retrouver. Chacun a ses objectifs. Il y en a qui veulent se focaliser uniquement sur le neuf, mais en même temps ne veulent pas, veulent satisfaire leur clientèle qui leur demande est-ce que vous prenez mon vélo. Ils ont souvent tendance à dire non parce qu'ils n'ont pas forcément le temps, ni l'envie, ni la capacité de stockage pour récupérer des vélos d'occasion. Donc, il y a quelque chose à faire là-dessus, ouais, en travaillant avec eux. Et comme j'ai dit, je pense qu'ils sont le cœur du marché. Donc il y a vraiment un sujet à traiter avec ça, quoi. Top. Merci. Je propose qu'on ouvre un petit peu notre discussion aux personnes qui sont présentes. Il y a une première question alors, est-ce que c'est une question, pose question, remarque, je ne sais pas. Elisa, je ne sais pas si tu veux répondre. Quel est le gain en termes de coût de passer 4 heures à tester une batterie, vu le horaire, plutôt que de la changer par défaut? Euh, j'ai ma petite idée, mais je te laisse répondre. Déjà, ça va dépendre du résultat du diagnostic. Parce que si on la teste et puis qu'en plus, elle est en très mauvais état, ça implique derrière un reconditionnement. Non, le coût, en effet, aujourd'hui, il est assez conséquent. C'est aussi des choses à travailler, à avoir aussi peut-être des méthodes qui soient un petit peu plus efficaces. Et après, en termes de coûts financiers, en effet, ce sera discutable. Maintenant, c'est pas l'essence des projets de reconditionnement que de changer systématiquement. Donc, Il y a le coût écologique quand même. pardon? Il y a le coût écologique quand même qu'il faut prendre en compte. Voilà, exactement. On est plutôt sur une problématique de coût écologique. Donc voilà, Il me même semble si en effet, que, on pourrait avoir une autre solution, on va quand même essayer de diagnostiquer la batterie et d'être sûr qu'on a besoin de la changer. il me semble que la personne qui a posé cette question est très calée sur le reconditionnement de vélos électriques, hein, Moi, je ne vois pas les si questions, du coup, Jean-Marc je suis sur Pierret. mon téléphone, alors d'accord. Il y a une question qui vient de m'être posée, mais en privé dans le fil de discussion, que je vous la partage, et elle rejoint une question que j'avais reçue et que je trouve effectivement dont on n'a pas trop parlé. C'est la notion de transparence sur le système de reconditionnement, au sens où, moi je l'ai compris comme ça, on a parlé de back market, bon voilà, ils sont un peu leaders sur le sujet des smartphones. On peut acheter un téléphone gold, diamond, argent et cuivre peut-être, je ne sais pas. Est-ce que ça existe dans votre secteur? Est-ce que moi, demain, Thibaut, tu es capable de me dire, les riches, je peux te proposer pour ta maman Golden Power ou Fleur des Champs qui est un truc qui roule, mais bon, c'est du plastique partout. Ouais, Voilà, comment ça se c'est passe? sûr que ça va exister. Bien sûr que ça va exister. Et on parle de restructuration structuration du marché. Ça passera par là, mais par mettre des grades. On commence déjà à le faire, en fait. Moi, quand je fais mes estimations sur mon petit, il y a juste à aller sur mon petit outil. J'ai mis, pour le moment, ça s'appelle comme neuf, très bon état, convenable, dégradé. Je ne sais plus ce que j'ai mis en fin dans le tout dernier, mais je commence déjà à faire un grade et l'idée, c'est, voilà, pareil, je travaille déjà sur faire un tableau bien spécifique et qu'est-ce que je mets dans chaque grade. Et après, bah, comment je valorise ça dans mon modèle de vente. Chez vous aussi, Elisa, vous commencez à travailler avec les systèmes de grade ou des couleurs ou je ne sais quoi. Ouais, bah, on essaye d'être, pour le moment, on n'a pas encore de système de grade, on essaye d'être transparent sur tout ce qui est encore, enfin, comment je vais dire, par exemple, des potentielles marques sur le vélo, ou voilà, ce qui va faire qui va différer du neuf. Et aujourd'hui, ça se retranscrit évidemment un peu plus dans le prix, sur des modèles du coup meilleure est la qualité, plus le prix sera élevé. Euh, Maintenant, voilà, c'est aussi ce qu'on envisage d'avoir des cotations et des grades pour chacun de nos vélos. C'est pas encore quelque chose qui est mis en place, mais ça viendra. Et est-ce qu'on peut retrouver l'historique de ce qui a été reconditionné sur le vélo? Parce qu'en achetant, est-ce que c'est un peu comme, je sais pas, là, naïvement en tête, j'ai l'idée des grosses étiquettes Ikea, je sais pas pourquoi je pense à ça, où en gros, il y a beaucoup d'informations. Est-ce qu'on retrouve la même chose aujourd'hui chez vous ou chez vos concurrents ou chez d'autres acteurs, où voilà, je sais que la batterie a été reconditionnée, que le boîtier de vitesse ou je ne sais quoi, enfin, comment, est-ce qu'on a cet Alors, historique quand on achète un vélo reconditionné? en tout cas, on a pour l'objectif de le faire.
Ok. Moi, je veux vraiment mettre en tout cas pour Uti, mais je pense que Louis sera la même chose, et pour tous les acteurs, c'est ça, c'est mettre vraiment cette transparence au cœur même de notre communication. Transparence, authenticité, et plus on donne de détails, plus c'est rassurant. Alors, l'idée, c'est pas d'inonder le futur acheteur avec des milliards de caractéristiques techniques qu'on a pu ajouter ou autres. Non, non, c'est vraiment de dire voilà ce qui a été fait, l'histoire de ce vélo, d'où il vient, combien de temps il a roulé, voilà ce qu'on a fait dessus, combien de temps il va, c'est sur tout ça, donner un peu de visibilité. Il a fait tant de cycles, donc logiquement, enfin la batterie a fait tant de cycles de recharge, donc logiquement, données constructeurs, alors il en reste encore tant. Transformer ça en kilomètres sur une utilisation normale, ça fait tant. Et pareil sur le temps de temps, voilà, vous en aurez au moins pour 4 ans, 5 ans d'utilisation. Donc voilà, moi c'est vraiment ça, dès qu'on peut donner une information, on la donne avec grand plaisir. L'idée, c'est de rassurer, d'être en toute transparence le plus honnête possible. Ok. Elisa, je ne sais pas si tu as quelque chose à répondre à Romain qui pose la question de la loi anti-gaspillage qui oblige à fournir 50 pièces détachées sur les vélos neufs. Est-ce que ça a un impact chez vous? Est-ce que vous avez vu passer ça aussi? Euh, Ouais, bah oui, oui, on suit un petit peu ce qui se passe là-dessus. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle du coup, mais oui, oui, bah du coup c'est quelque chose qui est intéressant pour au moins déjà avoir un taux de réparabilité qui soit enfin supérieur à ce qu'il est aujourd'hui par la suite. C'est vrai que on se retrouve quand même, enfin ça arrive de se retrouver face à des produits où, bah, c'est parfois pas possible, voire enfin, très compliqué ou voire pas possible d'aller trouver les pièces détachées. Donc en effet, c'est top. Et de manière générale, en fait, les lois qui passent petit à petit sont quand même en faveur bah, voilà, de toute cette seconde vie et de promouvoir le fait qu'on va pouvoir garder nos appareils et nos vélos. Donc là-dessus, en effet, c'est des signes qui sont encourageants et c'est sûrement aussi pour ça que le marché explose à ce point et va exploser. C'est poussé par énormément de mesures, donc que ce soit des mesures gouvernementales, que ce soit des aides, comme on en parlait tout à l'heure, financières, ou des plans au niveau des collectivités, où il va y avoir énormément aussi de fonds débloqués pour aménager les villes, avoir des réseaux cyclables qui soient conséquents et bien faits. Donc tout ça, ça rejoint en effet cette loi, par exemple. C'est que du bon et on prend tout ce qu'on a à prendre. cool. Est-ce qu'il y a déjà des cibles de clientèle, des personas, des profils types d'acheteurs qui se dégagent? Est-ce que c'est le stéréotype du bobo parisien qui va principalement acheter des vélos électriques reconditionnés? Est-ce que c'est un stéréotype justement avec du coup c'est d'autres profils, plutôt des retraités au bord de mer? Comment est-ce que c'est déjà construit? Est-ce qu'on a déjà un portrait robot des premiers acheteurs? Alors, Ouais, Elisa, vas-y. comme tu veux, moi, j'y vais. Alors, pour nous, alors, en effet, il y a des bobos parisiens, mais vraiment pas que. Donc, en fait, on va vraiment avoir trois types de personnes qui correspondent un peu en fait, à ce que propose le reconditionné, à savoir, en effet, il y a des personnes qui vont aimer en fait l'idée du projet d'économie circulaire et qui vont vraiment être sensibles à leur achat. Et on a d'autres personnes qui vont être beaucoup plus sensibles au prix et qui, en fait, sont très contentes d'avoir quand même accès à un vélo électrique qui soit moins cher voilà, que ce qu'ils avaient vu. On a vraiment une grande partie de personnes qui ont des petits budgets. Et on a aussi enfin, c'est une catégorie assez marrante, des gens qui sont en fait très curieux et qui vont changer très souvent, qui sont très demandeurs en fait de modèles, mais qui vont pas voir que le neuf. Donc nous, c'est vrai qu'on a aussi des clients qui sont vraiment bah, voilà, curieux, demandeurs sur des anciens modèles qui ont peut-être un petit peu plus de mal à retrouver. Donc voilà, on a plusieurs types. Pour le moment, on a un petit peu de tout et donc on ne fera pas de stéréotypes du bobo parisien. Ça marche. Non, non, et surtout, il y a juste à pédaler. Voilà, moi, je vais tous les jours au travail à Lyon à vélo et j'ai vu en 3 ans, 4 ans comment ça avait évolué. Il y a juste à regarder ça, en fait. Ouais, tout à Et fait. on voit le nombre de vélos électriques qui a littéralement explosé. Où maintenant, on retrouve beaucoup de gens sur les côtes de la Croix-Rousse ou de Fourvière avec son vélo électrique.
Rien que ça, voilà, c'est un indicateur. Pour moi, on voit vraiment cette population voilà, de population active qui se dit, mais en fait, mais qu'est-ce que je fous dans la voiture? Il y a quelque chose de beaucoup plus simple et plus flexible, c'est le vélo. Et donc, il y a vraiment cette personne-là qui remplace. Hein. J'ai un exemple parfait, on avait deux voitures, on n'en a plus qu'une avec ma femme et on a remplacé ça avec un vélo électrique. Et là, on va acheter un vélo long tail pour mettre nos deux petits derrière. Donc, et ça vient véritablement remplacer la, la voiture. C'est quand on a besoin de plus qu'une seule voiture. Et l'autre, le vélo sert pour aller faire nos courses, aller chercher les petits à la crèche, etc. Donc, pour moi, on fait partie de ce persona, comme on dit, hein, ce Ouais. persona. Et après, il y a les retraités. Hein. Pour moi, on en voit quand même beaucoup, surtout sur sur la partie reprise, parce que je suis vraiment focalisé sur ça, hein, vous l'aurez bien compris. Je discute beaucoup avec toutes ces personnes-là, et en effet, il y a beaucoup de retraités qui redécouvrent ça et qui aiment, qui ont un peu plus de temps, qui peuvent nous faire plus de vélo. C'est actif, hein, ça reste, voilà, hein, c'est une vélo à assistance électrique. Je rebondis sur ce qu'a dit Abel. Oui, on dit vélo électrique de manière raccourcie, mais en effet, c'est bien évidemment vélo à assistance électrique. Ça reste un vélo, un vélo mécanique avec une aide dessus. Donc, et qui, voilà, qui s'est retraité, redécouvre un peu ça. Et il y en a un qui dit, moi, j'ai un Lyonnais, du coup, j'ai revendu ma voiture. Donc, il n'a plus de voiture. Il a un vélo électrique. Et là, je lui ai racheté un moustache et il allait se racheter un nouveau vélo. Et voilà, on voit, voilà, en tout cas, ça dessine un peu les contours de nos futures cibles. Et après, bien évidemment, l'objectif, quand même, il y a le côté, on parle beaucoup d'écologie, etc. L'occasion, c'est aussi rendre accessible le vélo. Ça, c'est hyper important, ça fait partie de nos missions. C'est vraiment moi, si je peux faire en sorte que, grâce à notre offre, on puisse transformer des voitures en vélo, j'ai gagné. Mais aussi aller chercher aussi des consommateurs qui ne sont pas avertis, qui vont dans la première grande surface, acheter un vélo de très moyenne gamme, qui a pour le coup un indice de réparabilité infâme. Je préfère qu'il aille voilà, mettre à peu près le même l'équivalent ou un poil plus cher avec nos vélos, mais pour le coup ils auront des vélos haut de gamme avec de la motorisation Bosch, Shimano ou autre. Voilà, moi c'est un peu ça aussi, c'est aller chercher cette clientèle-là pour éviter qu'ils aillent acheter ces vélos haut de gamme. Bon, vous l'avez remarqué parce que bon, voilà, dans quelques mois, il y a probablement un ou une nouvelle présidente de la République et puis ensuite une nouvelle Assemblée nationale. En tant que, là, je vais parler aux acteurs économiques, à tous les deux, vous auriez le ou la future présidente de la République devant vous, vous lui demanderiez quelle décision, quelle mesure en faveur de votre industrie, de votre économie. euh, Ce serait quoi un peu qu'est-ce qui pourrait vous aider en fait? Moi je sais. Bah, vas-y alors. Euh, Celle-ci, je voulais pas envoyer cette question, donc vous vouliez pas la Quelle préparer. décision en faveur? Moi, je pense qu'il faut promouvoir, ou en tout cas aider à promouvoir le côté leasing. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que ce soit avantageux pour beaucoup de monde de faire appel, de se poser la question, de se dire, je vais faire du leasing. Je pense que plus on aura de leasing en France, plus notre marché, l'occasion aura du sens. Et il y aura surtout beaucoup plus de volume. Parce qu'avant tout, le marché d'occasion, c'est un marché de volume à faible marge. Donc, pour moi, sans ça, sans cette source, ça peut pas être viable. Voilà. Qu'est-ce qui freine le leasing aujourd'hui? C'est la TVA sur le leasing? C'est le TVA, motif de. Non, je sais pas, je cherche juste à trouver qu'est-ce qui pourrait être fait sur ce. Voilà, je vois qu'une proposition a été faite de baisser la TVA, mais ça pourrait, ouais, c'est une être ça. action aussi, bien évidemment, la baisse de TVA qui a fait la même appliquée au neuf et qui a un vrai problème, même si en tant que revendeur, quand on achète un vélo, revendeur pro qui achète un vélo à un particulier, on est uniquement taxé sur la marge que l'on dégage. C'est la TVA sur marge. Mais sinon, si on rachète à des professionnels, en effet, on est taxé sur l'ensemble de la valeur du prix de vente TTC.
Mais là, ouais, ce qui bloque, je sais que, alors, je ne suis pas encore complètement rentré dans les détails, mais je sais qu'il y a un lobbying de la part de certaines assos, structures, etc., dans la mobilité qui pousse pour que le leasing soit plus avantageux, que ce soit pour le particulier, pour le fabricant, pour les entreprises, que ce soit, voilà, qu'on fasse plus appel à ce moyen de distribution-là, un peu comme dans les pays du Benelux ou en Allemagne, pour que, voilà, que ça soit quelque chose, un réflexe. Si on parle des mœurs françaises, on a besoin que ça nous appartienne, de posséder. Moi, je suis sûr que si on touche un peu au portefeuille, on aura moins cette mœurs. Ok, bah, du coup, Elisa, ça t'a laissé un peu de temps voilà, pour préparer la demande que tu allais faire au futur ou à la future Ah, présidente de la maintenant. République. Non, mais c'est peut-être un petit peu moins sur les aspects économiques, mais pour le coup, je pense que, bah, après, c'est un peu dans la continuité de ce qui se fait, mais il faudrait continuer à pas manquer d'investissement pour justement tout ce qui est réseau cyclable dans les villes et notamment les peut-être plus petites villes. Parce qu'en fait, bah là, voilà, ça s'est bien développé. Bah, moi, je suis sur Paris, donc j'ai l'exemple parisien. Mais je sais que dans les grandes villes, c'est un peu le cas. Ceci étant dit, quand on rentre dans des plus petites villes, enfin, en tout cas, l'expérience que j'en ai quand je vais dans ma famille, c'est tout de suite moins abouti. Et c'est vrai que ça en fait la pratique du vélo bah déjà on se sent moins en sécurité et moins agréable. Et en fait, je pense que c'est vraiment un énorme boost parce que pourquoi aujourd'hui tout le monde prend son vélo aussi dans ces villes-là pour aller au travail, bah, c'est parce qu'on se sent beaucoup plus en sécurité, on a beaucoup moins de problèmes à le prendre. C'est facile en fait, c'est plus facile que tous les autres modes de transport. Donc, et c'est toujours des investissements qui sont vraiment très conséquents. Donc voilà, peut-être investir sur ces plans d'aménagement des villes comme ça. Parfait. Ah, merci. J'ai une dernière question à poser aux personnes qui sont dans le public. Est-ce que vous pourriez, pour les dernières minutes qui nous restent, m'aider à savoir si cette petite heure qu'on a passée ensemble a été utile pour vous? Je vais vous demander spontanément de voter de 1 à 5. 1, ça veut dire que vous avez vraiment perdu votre temps. Et 5, c'est que le temps investi pour vous a été vraiment très utile. Et donc, vous pouvez voter de 1 à 5. Dans le chat, vous avez juste à laisser un chiffre. Et ça m'aidera, moi, à savoir si cet atelier, cet webinaire a été utile pour vous. Merci pour les premiers retours. Et j'en profite pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est la minute promo, le concentré vélo. Voilà, vous pouvez vous y abonner pour ceux qui ne connaissent pas encore. Merci pour tous les quatre. Une super newsletter, Concentré Vélo, je recommande. J'ai lu tout. C'est quand? C'est le jeudi, toi? C'est jeudi matin. Oui. Voilà. Et, non, c'est top. Toujours des très bonnes infos, des bons articles que j'aime aussi relayer derrière sur LinkedIn. Donc, ça donne du contenu à relayer, c'est parfait. Merci beaucoup, Léry. Avec plaisir. Je vous laisse Merci je vous laisse beaucoup. le mot de la fin à tous les deux avant d'arrêter là. Si vous voulez rajouter quelque chose, c'est avec grand, grand plaisir. Non, bah, merci beaucoup. Et on avait réfléchi à une petite recommandation. Alors, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent sont déjà des gens qui s'y connaissent pas mal en vélo électrique, mais peut-être voilà, promouvoir aussi rien que l'entretien des vélos électriques parce qu'on se retrouve quand même avec des vélos où beaucoup de gens ont estimé que l'entretien professionnel, c'était une option et il y a un vrai travail à faire là-dessus. On n'en a pas trop parlé. Donc, avant de réconditionner, ce serait bien de garder en vie un maximum de temps aussi. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui le sait déjà. Mais merci beaucoup en tout cas. Merci Elisa. Et Thibaut, si je veux terminer. Déjà, merci. Merci pour tout. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci, Léry. Merci, Elisa. Ravi de t'avoir rencontré. Moi, j'ai un mot. C'est ce que je te disais, Elisa, avant ce webinaire. On est beaucoup à se lancer dans cet univers du vélo, de petits acteurs, plus ou moins petits. Je pense que ça passera, voilà, on réussira par la force du nombre. Donc voilà, moi je suis hyper ouvert à discuter, échanger. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter ou à contacter Elisa Oui, euh, je pour, fais ça. euh, voilà, pour voir s'il y a des synergies à mettre en place. Je pense que ça passera par ça. Le vélo est hyper atomisé et voilà, on va essayer de pas trop être atomisé non plus dans tous nos lancements. Ça serait bien de faire des choses ensemble. Je vous confirme, j'ai reçu plein de messages de proches, concurrents, je ne sais pas comment on peut les appeler. Et effectivement, je pense que vous avez plein de choses à faire ensemble. Vous alliez C'est clair. pour appuyer plus fort et pour éduquer aussi peut-être le consommateur et autres. Bien Voilà, sûr. j'avais promis pas plus d'une heure.
Donc, je vais tous vous laisser regarder le JT ou aller manger, je ne sais quoi. Et merci encore, Elisa et Thibaut, d'avoir accepté cette C'est toi. invitation. Et la semaine prochaine, c'est webinaire sur les marketplaces de vélos d'occasion. On ne va pas être très loin de ce sujet, mais on a plein d'autres choses à raconter. Moi, je serai là, je reposerai des questions, Ça marche. des questions Allez, pièges. salut à tous. Merci Bonne beaucoup. soirée. Au Au revoir. revoir. Salut.